Bon, un patient déjà qui souffre du coronavirus, on le sait très bien que c'est une maladie potentiellement mortelle, d'accord? Et donc, quand le patient arrive chez nous, tout le monde est un peu sur le qui-vive, tout le monde est là un peu anxieux, tendu, parce que nous, en tant que psychiatre, on n'est pas confronté à la mort, en tout cas pas confronté à la mort de cette façon. Vous savez que les patients souffrant de coronavirus, c'est principalement des souffrances au niveau de la sphère oropharyngée, des patients qui sont dyspnées, qui ont du mal à respirer, et donc il y a la questionnement de l'oxygène. À chaque fois qu'on met quelque chose dans une chambre d'un patient souffrant de maladie mentale, il faut savoir, parce qu'il y en a certains qui ont des idées suicidaires, qui vont faire des passages à l'acte même au sein de l'hôpital, donc il faut savoir tout ce qu'on rentre dedans, est-ce que finalement ça peut lui être dommageable et nuisible. Par exemple, vous savez, les solutions hydroalcooliques qu'on utilise pour se laver les mains par exemple, dans les autres services, ils étaient dans la chambre du patient. Chez nous, on ne peut pas, parce qu'il y a un risque que le patient l'utilise pour mettre fin à ses jours, qu'il boive la solution hydroalcoolique. Donc tout le temps, ça a été des modifications, des prises en charge des autres services pour les adapter chez nous. Au départ, c'est vrai que le rush était plutôt en réanimation dans les services de médecine, et on était un peu sur le qui-vive, mais on n'avait pas forcément de patients au tout début. Puis après, on a les premiers patients avec des symptômes psychiatriques et aussi des symptômes respiratoires liés au coronavirus. Et donc ça a dû être c'était un chamboulement pour nous. On a dû complètement modifier nos pratiques. On a dû se confronter à des maladies qu'on ne connaissait pas du tout. Avant, c'était avant tout les maladies mentales, la souffrance psychique. Et là, finalement, on avait des patients qui littéralement avaient des détresses respiratoires, des patients qui étaient en souffrance, mais cette fois-ci physique. Donc fallait changer voilà, notre façon de faire. Non seulement changer, mais aussi apprendre, parce que c'est pas forcément quelque chose d'usuel pour nous. On a dû former les infirmiers se former eux-mêmes, et nous demander de l'aide auprès des infectiologues de la Pitié-Salpêtrière. Les infirmiers qui mettaient l'oxygène auprès des patients, c'est quelque chose qu'ils ne savaient pas faire, donc on a demandé beaucoup d'aide. Et aussi, comme les patients viennent avec des maladies, parfois avec le coronavirus, atteintes de certains organes, on ne pouvait pas leur donner leur traitement médicamenteux pour la maladie psychiatrique. Donc il y a aussi des patients qui étaient à risque, qui avaient plus de symptômes psychiatriques. Donc c'était intéressant dans le sens où fallait user d'autres ressources que les médicaments pour apaiser leur souffrance. Notamment tout le travail qui a été fait par les infirmiers, les paramédicaux ici, et moi je les félicite grandement parce qu'ils ont fait un travail vraiment dingue, de les rassurer avec des mots, d'être très présents, chose qui n'est pas forcément possible dans tous les services. L'avantage quand on n'est pas directement dans la prise en charge du coronavirus, mais qu'on vient dans un second temps, c'est finalement que les grands services de réanimation ou les services de médecine, finalement c'est eux qui ont fait les premières erreurs, ou en tout cas qui ont appris. Et puis nous, on a eu cette transmission-là avec, ben voilà, fais pas ça parce que ça marche pas, essaye plutôt de faire une autre méthode, etc. etc. Donc là, on a eu toute l'expérience des autres qui nous a été bénéfique et qui a permis finalement de faire une prise en charge plus ou moins adéquate. Les sacs poubelles, c'est un peu étonnant qu'on ait plus de surblouses et qu'on utilise des sacs poubelles. Ce qui était aussi étonnant, c'est que on utilise des paravents parfois pour séparer les gens qui souffraient du coronavirus de ceux qui ne souffraient pas du coronavirus. Il était conseillé d'aérer les chambres des patients parce que voilà, pour éliminer au plus rapidement le virus. Mais nous, comme on a des patients suicidaires en psychiatrie, c'était pas possible de le faire non plus. Fallait prioriser, et les services qui avaient d'abord du matériel, c'était les services avec les cas les plus graves, et c'est complètement normal, donc notamment les réanimations. Les réanimateurs ont fait un énorme travail, et je crois qu'ils travaillent encore énormément aujourd'hui, donc c'est vraiment très grand ce qu'ils ont fait. Et donc nous on avait le matériel secondairement, donc parfois on n'avait pas de solution hydroalcoolique, donc c'était pas possible de se désinfecter les mains, parfois on manquait de gants, on a manqué à certains moments de surblouse, mais c'est même pas quelque chose qui est critiquable parce que finalement les moyens, quand on est devant une catastrophe naturelle, ils sont toujours dépassés. C'est ça le propre d'une catastrophe, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable, qui dépasse les moyens de l'humain, et on s'y attendait qu'on allait être pris de court. Moi, je dirais même pas que c'était triste ou que c'était regrettable. Je suis content que malgré le manque,
on a réussi à dépasser tout ça et à faire de la médecine utile. Et on a eu un patient particulier qui avait une maladie, il avait une maladie grave et il était condamné quoi qu'il arrive. Il est arrivé dans une condition de détresse respiratoire avec une autre maladie et on savait que ça allait être la fin pour lui d'ici peu de temps. Et nos internes, qui ont été aussi beaucoup sollicités pour travailler, ben, ils n'avaient pas justement ce rapport à la mort et pour eux c'était un grand questionnement. Parce que aucun médecin, en tout cas personne ne le souhaite, personne ne souhaite avoir un patient et dire ben, finalement c'est dans mes lits qu'il est mort quoi. Et c'est une remise en question totale de la prise en charge, c'est une remise en question de soi-même parce qu'on se dit bah, peut-être qu'un autre aurait fait mieux et donc c'est un questionnement continuel. Et en psychiatrie, autant là, on peut difficilement se jeter la pierre. Enfin, on peut, au contraire, on peut se remettre en question si un patient en psychiatrie fait un passage à l'acte, parce qu'on va se dire notre prise en charge n'était pas la bonne. On est psychiatre, on doit être supposé faire de la bonne médecine. Alors que là, c'est des maladies qu'on ne connaît pas, et pour lesquelles on a des patients qui peuvent mourir, et on est un peu démunis face à ça. Donc ça, c'était la difficulté, qu'on nous impose une mort avec des prises en charge qu'on ne connaît pas, et qu'on doit pourtant pratiquer. Et ça, c'était très compliqué, et c'était à expliquer aux soignants que, voilà, on avait des patients comme les autres services, des patients souffrant de maladies graves, qu'on n'était pas forcément les meilleurs et formés pour ça, qu'on allait probablement avoir des patients qui allaient mourir, mais qu'il ne fallait pas qu'on remette en question fondamentalement notre prise en charge, qu'il ne fallait pas qu'on remette en question notre expertise, et que malgré tout, on pouvait rester des bons soignants, des bons médecins et des bons infirmiers. On sait très bien, et on l'a appris dans les livres en tant qu'étudiant en médecine, comment traiter une détresse respiratoire, comment traiter un patient avec une prise de sang modifiée parce qu'il a de l'infection, parce qu'il a une atteinte du foie, etc. Mais finalement, voilà, il y a vraiment un grand pas entre la théorie et la pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est assez commun en médecine, c'est qu'on se rend compte que la vie courante, c'est jamais comme dans les livres. Et on n'arrivait non seulement pas à se référer à de la théorie, à des choses dures qui permettaient de nous rassurer, mais en plus de ça, même quand ça avait du sens pour nous et que ça nous parlait, ben, comme même les experts du domaine, les infectiologues, ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, enfin on était en plein brouillard quoi. Et donc c'était compliqué. Compliqué à expliquer à mes internes. Mes internes qui étaient, voilà, j'en ai qui en jeune semestre, qui débutent à peine, et imaginez le choc pour un interne qui choisit la spécialité psychiatrie, de se retrouver confronté à des maladies qui ne sont pas du tout psychiatriques. Le doute est constant, parce que c'est pas notre domaine d'expertise. Donc dès qu'on fait une chose, et même si cette chose elle est démontrée par nos collègues que c'est bien, on a ce doute au fond de nous-mêmes de se dire oui mais d'accord, on me dit que c'est bien mais j'ai aucune expérience dans le domaine, j'ai pas de recul pour savoir si ça marche vraiment. Et donc c'est un peu des paroles divines de collègues qu'on va appliquer dans les prises en charge. J'ai la chance d'avoir un frère qui est anesthésiste réanimateur, donc qui connaît tous les termes techniques, médicaux d'ailleurs, pour certains bien mieux que moi. Et lui, je pouvais justement lui poser des questions techniques, lui profiter de son expérience. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a été profitable, je pense. Le doute permet de se remettre en question constamment, d'être autocritique et d'évoluer dans sa prise en charge et dans sa connaissance de la médecine et de l'humain. Mais là, c'est un doute finalement qui nous rend mal à l'aise parce que c'est un doute qu'on connaît pas, c'est un doute qui peut nous mener à la mort du patient, et donc c'est un doute qui d'une certaine façon nous rend un peu anxieux et c'est difficile parce que d'habitude l'expérience fait que moi en tant que chef de clinique je peux parler à mes internes et les rassurer, leur dire non mais vous inquiétez pas, un patient déprimé, un patient schizophrène, un patient souffrant des TOC, moi j'en ai vu dans ma carrière, je sais comment c'est, je sais comment les traiter, et là même leurs doutes je pouvais pas leur ôter parce que c'était un doute commun. C'était un doute qui était commun avec les médecins, c'était un doute qui était commun avec les paramédicaux. Et ce qui était assez fort, c'est qu'il y avait des non-dits dans l'équipe. On sentait le doute qui planait au-dessus de nos têtes, mais la force et la cohésion de notre équipe a fait que finalement on arrive à s'affranchir de ce doute et d'aller dans la même direction. Et on avait des prises en charge qui étaient cohérentes, des prises en charge où il y avait, on s'armait de confiance et on se faisait confiance les uns les autres. Et pourtant, on nageait, comme je te le redis une fois de plus, mais on nageait vers l'inconnu. Voilà, donc le doute rendait anxieux, mais à aucun moment le doute nous a fait faillir, je trouve. On savait quand est-ce que ça allait commencer. On ne savait pas forcément à quel moment ça allait s'arrêter.
Les patients venaient les uns après les autres, des prises en charge parfois compliquées, des patients graves. Et je dirais pas que ça nous a assuré d'une certaine façon qu'on était capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Mais je pense que ce qu'on a appris, c'est que finalement, ce qui était important dans une équipe, c'était qu'on soit tous solidaires et qu'on puisse avoir une prise en charge euh, commune. Et ça, c'était important. Ce que ça m'a appris, c'est que quand je regarde après de façon un peu rétrospective, parce que là, tous nos patients ont été guéris du coronavirus, je me rends compte que la psychiatrie, et c'est pour ça que je suis fier d'en parler en face de toi aujourd'hui, c'est que elle a fait de grandes choses pour le coronavirus. Mes internes, j'en suis très fier parce qu'ils ont vraiment fait de la belle médecine et c'était pas facile au quotidien. Les infirmiers étaient toujours présents, les aides-soignants, tout le monde, tout le corps médical ne faisait qu'un dans la prise en charge et j'ai vu des belles choses parce que en psychiatrie, s'il y a quelque chose pour laquelle on est vraiment compétente, c'est parler à l'humain derrière la maladie et je voyais mes équipes être très proches des patients, chose qui n'est pas forcément possible dans d'autres services. Dans d'autres services, vu l'abondance des patients, la gravité des patients, c'est quelque chose parfois qu'on met au second plan. Et là, moi, j'ai vu mes soignants parler longuement aux patients. Parce qu'il faut savoir que cette maladie, lorsqu'on vous donne ce diagnostic, c'est un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est, bon, bah écoutez, vous avez une épée de Damoclès sur la tête et personne ne sait comment vous allez évoluer avec la maladie. Et par contre, mes équipes étaient toujours là à rassurer constamment, à dire que ça allait aller mieux. Nos patients étaient âgés, parfois ils avaient du mal à manger. Il y avait toujours quelqu'un de l'équipe qui était là pour les aider à manger, pour les faire marcher un peu dans la chambre, pour les aider à la toilette. Et c'est ça que j'ai trouvé beau. Et c'est un peu cette psychiatrie-là que je crois qu'on aime pratiquer et que les patients recherchent. Une psychiatrie vraiment de l'humain où voilà, c'est pas qu'une maladie, c'est pas qu'un numéro, c'est une personne avant tout à qui on s'adresse. Et ça, c'était beau. J'ai vraiment voilà, vu d'une certaine façon la psychiatrie sous un autre angle. C'était pas des médicaments, c'était pas que des maladies. On parlait plus de dépression là, on parlait de coronavirus.